On peut commencer? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc je me présente. Je m'appelle Aska. Je suis directrice de projet chez Thanks for Nothing. Je vais vous dire juste quelques mots sur notre association avant de parler de la collaboration qu'on a mis en place avec Alexandra, et puis après présenter évidemment toutes nos intervenantes. Voilà, nous on est une association fondée en 2017. Pour vous faire les choses très très courtes, notre constat, notre postulat, c'est que les artistes ont une voix qui révèle évidemment des choses de la société de manière poétique et sensible, des sujets des dysfonctionnements parfois, des choses qui vont bien parfois. Notre but, c'est de s'appuyer sur cette voix-là et sur la voix de toutes les personnes qui accompagnent les artistes, qu'ils soient commissaires d'exposition, galeristes, des personnes qui sont issues des institutions culturelles, de s'appuyer sur cette voie-là et la lier à l'action des associations de terrain. Voilà, l'idée, c'est on monte des projets depuis plusieurs années maintenant, en mobilisant à la fois les acteurs de la solidarité et du monde culturel. Dans ce cadre-là, par exemple, il y a 2 semaines, on a fêté la 4e édition de notre colloque Art et Engagement, qui est un colloque qu'on organise avec le musée du Louvre depuis 4 ans maintenant, et qui est un événement gratuit, accessible à tous, qui ensuite, il y a aussi une captation vidéo qui vous permet d'y accéder gratuitement après. L'idée, c'est d'inviter à la fois des acteurs du monde de l'art qui mettent en place des initiatives innovantes dans le champ du progrès social, c'est-à-dire soit des nouvelles approches de curation ou qui présentent des nouvelles formes de pratiques artistiques, et aussi des acteurs de la solidarité, donc des fondateurs d'associations, des gens qui mobilisent en tout cas la société civile pour permettre l'émergence d'une conscience collective et la lier à une action concrète. Ceci étant dit, c'est dans ce cadre-là que Asia Now et Alexandra, que je remercie infiniment aujourd'hui, nous a invités en tant que commissaire de cette plateforme de conversation pour en fait parler de société en s'appuyant sur la voix à la fois des artistes et à la fois de toutes les personnalités qui accompagnent les artistes et qui amplifient la voix des artistes. L'idée, c'est de parler de société. Donc ce matin à 11h, nous avons parlé de nature à l'épreuve du capitalisme. Nous avons parlé d'un champignon qui repousse sur des forêts détruites par le capitalisme. Nous avons parlé de concepts chinois, de nature, comment on épouse le cours des choses. À 14h, nous avons invité des artistes, 3 artistes afghanes, donc Kebra Academy, 2 autres artistes dont l'identité, on ne peut pas trop révéler l'identité pour des questions de sécurité, et aussi 2 personnalités, Gilda Chaverdi et Maria Carmel Amini, qui sont qui sont toutes les 2 curatrices, commissaires d'exposition. L'une a fondé une sorte de plateforme qui permet d'accompagner les artistes et de les aider à produire leurs œuvres. L'autre est notamment actrice, metteuse en scène, mais aussi commissaire d'une exposition qui a été consacrée à la jeune scène afghane au MUSEM en 2019. Et toutes 2 ont vraiment contribué à interpeller la société civile, mais aussi les pouvoirs publics pour aider les artistes afghans, puisque j'imagine que vous le savez, mais c'était déjà le cas depuis plusieurs années, mais depuis le mois d'août, c'est les homosexuels et les artistes qui sont les personnes les plus attaquées, qui sont vraiment en danger de mort en Afghanistan. Donc ces 2 personnalités ont contribué à faire sortir plus de 150 personnes et leurs familles, plus de 150 artistes et leurs familles du territoire afghan. Voilà, donc ensuite, maintenant, nous avons cette plateforme qui est dédiée à la scène iranienne et notamment à des jeunes artistes femmes qui utilisent la voix qui utilisent la vidéo pour compter leur rapport au monde. Donc nous allons en parler dans quelques secondes. Et puis à 18h, nous aurons une autre conversation, mais qui sera une conversation préenregistrée, qui sera diffusée sur l'écran, qui cette fois s'intéressera à des nouvelles pratiques sociales de curation et de pratiques artistiques en Asie, notamment à travers 2 initiatives. L'une qui a été fondée à Istanbul, qui s'appelle Proto-Cinéma, et qui pense des nouvelles façons de créer des liens avec la société, à la fois en mobilisant les artistes, la société civile, les commissaires d'exposition, les penseurs,
et une autre initiative, toutes deux sont des initiatives des non-profit organizations. La deuxième initiative s'appelle Sound Pocket, c'est une initiative à Hong Kong qui, de la même façon, essaie de parler de société, de politique, en se basant sur la voix des artistes et de toutes les personnes qui les accompagnent pour amplifier leur voix. Voilà, je vais laisser la parole à Odile Burluro, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de modérer cette table ronde. L'idée de cette table ronde, c'est évidemment de parler du projet Burning Wings, qui est donc cette sélection que vous avez faite de vidéos d'artistes iraniennes. Vous allez évidemment nous en parler pendant quelques instants. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de parler de ce projet, mais aussi de parler plus largement de ces parcours, ces différents parcours, et juste d'un rapport au monde, au-delà d'un projet de curation. Voilà, je vais peut-être laisser Odile prendre la parole. Nous sommes aujourd'hui accompagnés donc de Atoussa, de Rogine, de Elika, de Melika et de Shiva. Nous allons commencer la conversation maintenant. Merci, en tout cas, merci de votre présence. Et je tiens par ailleurs à juste souligner quelque chose, c'est que pour illustrer cette plateforme de conversation, nous avons évidemment demandé ce visuel à Kubra Academy, qui pour nous, parce que nous sommes très fiers d'avoir une programmation qui est quasiment 100% féminine. Le seul homme parmi les 20 intervenants qu'on a eu aujourd'hui, c'est Nicolas Bourriot, donc il était en minorité, donc on avait beaucoup de femmes. Donc en fait, on a choisi ce visuel, bien sûr, on était très honorés que Kubra accepte qu'on utilise ce visuel pour illustrer une parole libre des femmes. Et d'autre part, j'ai demandé à Rogine Chaffier, ici présente, de choisir le nom de la plateforme, parce que donc elle utilise toujours des très très beaux titres pour ses vidéos. Et Rogine a choisi ce titre, Sights to Listen, c'est-à-dire des visions à écouter. Donc c'est des visions qui sont multiples, des visions une vision, elle peut être justement silencieuse d'ordinaire, ou elle peut rester une vision parce qu'on l'a fait taire. L'idée, c'est qu'on veut écouter ces visions aujourd'hui, et voilà, ce sera aussi l'objet de cette table ronde. Absolument. Absolument. Et puis, par ailleurs, effectivement, vous avez Elika et Dayat, qui est juste à côté de Rogine ici, qui, encore hier, était perché sur un escabeau et qui était en train de dessiner ces petits champignons toute la journée. Donc, nous avons le privilège aujourd'hui d'être entourés de déjà beaucoup de discours, en tout cas, de nos artistes ici présentes. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Je vais d'abord commencer par quelques remerciements, c'est important. Déjà à Thanks for Nothing qui organise cette conversation et qui a assuré toute la technique, mais aussi en partie le lien avec les artistes. Je voulais remercier surtout Asianao parce que de dédier une plateforme à l'Iran aujourd'hui, de donner accès à des galeristes, à des artistes, mais également à beaucoup d'autres qui sont peut-être loin de nous, mais qui s'intéressent à ce qui s'y passe ici aujourd'hui. C'est très important, c'est un signe d'encouragement, c'est un signe de soutien. On vient d'entendre parler de l'Afghanistan avec tout le déchirement que ça crée, mais je pense que ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société nous fait prendre conscience que ce n'est pas partout facile de s'exprimer, de parler de soi, de parler de briser des tabous, de parler de liberté. Voilà, donc je remercie beaucoup Alexandra Fin d'avoir choisi de dédier une partie de cette foire à l'Iran. Je vais commencer par vous lire un petit extrait d'un poème, parce que l'Iran, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Iran rime avec poésie. Dans toute son histoire, il y a eu de très grands poètes, et j'ai dédié le programme Burning Wings à la poétesse Forough Farrokhzad. Alors je le dis certainement très mal, mais c'est une femme qui a vécu très peu de temps, 33 ans, et qui, au cours de sa vie, a
en permanence bouillonner à l'intérieur, à chercher à exprimer ce qu'elle ressentait, à manifester ses sentiments, à creuser en elle cette recherche d'émancipation et de liberté à travers les mots, mais aussi à travers les images, parce qu'elle a aussi fait du cinéma. Donc elle est née en 1934, elle est morte en 1967 d'un accident de voiture, donc d'une façon tragique. Et elle a publié 5 ouvrages, à peu près 150 poèmes. Elle a réalisé un film, La Maison est noire, consacré à une léproserie qui a été primée, qui a reçu beaucoup de prix. Elle a eu une vie compliquée, elle a été mariée à l'âge de 16 ans, elle a essayé de se libérer de tout ça, elle a eu des amants, elle a eu une vie très libre. Et dans sa poésie, dans ses textes, ça c'est un recueil qui comprend l'ensemble de sa poésie, mais je vais juste vous lire quelques lignes, parce que je pense que c'est important de se mettre, avant de parler d'image, de se mettre aussi sous les mots. Lève-toi pour te libérer, ma sœur. Pourquoi ce silence? Lève-toi, car désormais tu dois verser le sang des oppresseurs. Revendique ton droit, ma sœur, auprès de ceux qui te disent faible, auprès de ceux qui par sans ruse te confinent au foyer. Voilà, je ne lis pas tout, mais c'est juste pour que vous voyez qu'une jeune femme, dès l'âge de 15 ans, c'est un poème qu'elle a écrit très jeune, avait conscience de toutes les libertés qui étaient à conquérir. Et aujourd'hui encore, on peut avoir cette conscience que tout n'est pas gagné et qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire, partout dans le monde. Pas seulement en Iran, mais c'est important de payer hommage à cette femme. Alors, Burning Wings, donc c'est un choix, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes qui font de la vidéo. Moi, j'avais eu l'occasion de découvrir des artistes iraniens parce que, étant conservatrice au Musée d'Art moderne de Paris, j'ai participé au commissariat d'une exposition en 2014 qui s'appelait Unedited History, Iran 1960-2014. Dans cette exposition, nous présentions à peu près 25 artistes, certains morts, puisqu'ils avaient travaillé dans les années 60-70, d'autres vivants, d'ailleurs certains sont ici ce soir. Et en voyageant en Iran pour rencontrer les artistes, pour visiter les réserves de certains musées, dont le TIMOCA, le Téhéran Museum of Contemporary Art, je me suis vraiment... j'ai découvert un pays, une histoire, un travail artistique qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai continué, après cette exposition, à voyager en Iran à plusieurs reprises, à intervenir là-bas. Et donc, j'ai une espèce de connexion que j'essaye d'entretenir avec les artistes. Certains vivent aujourd'hui dans le monde entier. Les artistes iraniens, on en trouve aux États-Unis, on en trouve en Europe, partout. Et d'ailleurs, notre plateau d'aujourd'hui le dit largement, elles vous le diront elles-mêmes. Donc j'ai été invitée à faire un programme de vidéo. J'en ai choisi j'ai choisi 10 artistes. J'aurais pu, bien sûr, il y en a beaucoup, donc j'aurais pu faire plus, mais il fallait aussi qu'on ait le temps de regarder. Et l'idée, c'était de vraiment, à travers les 10-12 dernières années, montrer quelques artistes dont le travail, et ces œuvres-là en particulier, évoquent certains thèmes qu'on retrouve de manière récurrente, c'est-à-dire à la fois ce rapport à l'intime, ce rapport souvent aussi à la terre, au pays, à parfois l'exil, la mémoire, mais parfois aussi d'autres sujets comme le corps, comme les interdits. Donc il n'y a pas une seule façon d'aborder cette programmation, vous pouvez la regarder sous plusieurs prismes. Pourquoi le titre Burning Wings? J'ai été interrogée à plusieurs reprises. Je pense que, en tant que femme, on a toute conscience qu'on pourrait se libérer davantage, qu'on pourrait être plus libre, légère. Et parfois, de prendre le risque de se libérer, de s'émanciper, c'est un risque qui est plus grave, qui nous emmène parfois dans des endroits où on ne voudrait pas aller.
Et donc, ça peut être dangereux. Je pense par exemple à l'artiste Tamine Manzavi, dont on présente trois petites vidéos, et qui est aussi présente sur un stand dans la foire parce qu'elle a réalisé des photographies. C'est une artiste qui a été emprisonnée pour avoir produit certaines œuvres en Iran. Donc les risques sont pesés, mais ils sont là. Et c'est important d'en avoir conscience pour nous aujourd'hui. Je vais donc, sans plus attendre, parce que mon idée c'était vraiment de rassembler 5 jeunes artistes ici pour leur donner la parole, pour leur permettre de présenter davantage leurs œuvres. Donc on va laisser à chacune à peu près 10 minutes. Elles vont vous montrer des images de leur travail et ensuite nous échangerons autour de ce que nous aurons vu. Et bien sûr, la salle pourra intervenir, poser des questions avec grand plaisir. Donc, alors, certaines artistes parleront peut-être en anglais, donc j'espère que ce sera pour tout le monde possible de comprendre. Do you want to start tout ça? Yes, but I don't know about what. Merci. Okay, so maybe you don't start. Okay. Maybe you want to start from there. Non. Rogine. Rogine, tu as donné le titre. Rogine Chafiei. Donc nous voyons l'œuvre qu'elle a réalisée dans le programme s'appelle There. C'est la toute dernière vidéo, la plus récente. Et au départ, moi je l'avais invitée pour une autre vidéo qui s'appelle The Toaster, où elle fait parler 4 jeunes femmes. Mais elle a insisté en me disant « j'ai envie de montrer un travail plus récent ». Et donc j'ai entendu cette demande et je trouve que c'était une très bonne persistance que de me proposer un autre travail. Alors, c'est difficile pour moi pour commencer. Bonjour. Merci pour être venu ici. Je ne peux pas parler en français très bien, mais je sais. Mes parents va être anglais, donc je commence. My name is Rojin Chafi. I'm a multidisciplinary artist. I'm 28 years old, born and raised in Iran, and it's been 8 years since I've been living in Canada. So we have to talk about our work. So I'm a woman, and I think that's strong enough to find femininity in all of my works. As an immigrant, I have experience living in 2 different societies. I discovered 2 images of myself in the 2 countries I've lived in. I experienced being frozen in my own body in my home country, and being frozen in the new space in the country I currently live in. I manipulate all of these personal feelings, experiences, cultural shocks, and express them in my art. As Marshall McLuhan says, medium is the message. Although I made photo projects, interactive installations, performances, I found video as the medium that can deliver my messages in my work. With all of those ups and downs, what is important now is that I am here in front of you. I have a mic in front of me, and it means that I have a voice. I speak in a powerful language, which is art. And this language brought us all together here. I am responsible to take the advantage of this mic and gently remind some points. Young generation in Iran, I mean my generation, who are in their late 20s, 30s, lost one of the most important things in their life, which is hope. Hoping about the future. I am them. My people have no choice in their home country. That's exactly what I was trying to show in my piece here, there. But does it mean they can be free elsewhere? All I want to say that we as artists, as institutions, are responsible to be the voice of the minorities. We have to spread their voice and be supportive. They are the burning wings. But let's be honest.
sometimes we like the gestures of talking about freedom of expression. We ourselves, we overuse these subjects on the stage, but behind the scene, we burn the wings ourselves. Power, like art, doesn't recognize borders. People in power, no matter in which country, can shut down any voice, and it's the same in North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia. We're only used to have dark images about Africa and the Middle East, and we think these places are far, and what they experience is disconnected from what we do outside of those countries. But that's not true. What happened here, exactly where I'm standing or I'm sitting, is the actual example of what I'm talking about. I am very, very sad that here, Peykan, by the queer Iranian artist Alireza Shojayan, was removed from this fair. But we should never forget that art is more powerful than that. I am him. Rogine, do you want to comment your images first, or do you want to... No? No, I'm good. Okay. Just as, I'm sorry, just when it came in at the very edge, I just have the feeling we need to respond to this comment. It is absolutely from the very... Tout le monde n'est pas au courant. Hein. Non, non, mais tu peux répondre, mais il faut expliquer. Ou après, peut-être. Non, allez-y, parce que là, on vient d'entendre... Pour le plus grand nombre, je vais voilà, le dire en français. On a sélectionné la galerie La La Land qui représente le travail d'Alireza pour son travail. Et le travail qu'on a sélectionné, on ne connaissait pas avant la galerie La La Land, est un travail, je dirais, beaucoup plus provoquant que la voiture jaune que vous connaissez, avec ses belles couleurs. Et voilà, on a sélectionné un travail qui est vraiment, voilà, non pas dur, mais qui dit les choses et qui sont des dessins d'hommes nus beaucoup plus dans la provocation que ce travail de la voiture. Le travail de la voiture, par ailleurs, on l'a sélectionné aussi parce qu'on aime l'artiste et qu'on voulait la voir. C'est nous qui sommes allés la chercher, mais d'une manière peut-être un peu légère. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est une cause qui nous tient à cœur, et depuis longtemps, depuis le début d'Eisenhower, par de nombreux projets, que ça passe par le travail de Victor Yacine, par le travail l'année dernière de 5 artistes de Taipei sur le sujet, de Watermelon Sister, le travail de ex-Junor du Guggenheim qui a curaté la foire en tant que guest commissaire, invité en 2019 ici. Je veux dire, la cause, c'est même pas la question, et on a un tracking record sur le sujet, je veux dire, c'est pas circonstanciel, c'est pas contextuel, notre engagement auprès de la communauté. Donc, la cause n'est absolument pas censurée à Eisenhower, ni l'artiste, puisque son travail devait être présenté par la galerie, et nous avons sélectionné la galerie pour son travail. La voiture devait être présentée. Seulement, à un moment donné, on a invité à participer un artiste pour montrer un projet qui était soutenu par une organisation, et on n'avait pas fait le travail à fond de vérifier qui était l'organisation derrière. Une organisation américaine, très raide, anti-nucléaire, c'est leur droit, on ne défend pas spécialement l'industrie nucléaire dans le monde, qui a des agissements, un comportement, des propos qui mettent l'intégrité, la sécurité d'Iraniens avec lesquels on travaille tous les jours à Paris, en Iran, à savoir
très précisément 7 personnes, dont 3 personnes directement de nos équipes et d'autres de galeries. À partir du moment, et on est pour le soft power évidemment, et on est pour l'activisme, et on est pour l'art engagé. On n'aurait pas invité la plateforme de Thanks for Nothing si on n'était pas nous-mêmes très concernés par cela. Mais à un moment donné, le soft power a aussi pour limite la sécurité des gens avec lesquels on travaille. Et moi, je suis en tout cas personnellement engagée, mais je suis personne pour donner des leçons sur ce que les Iraniens doivent faire, doivent penser, doivent accepter. Et quand j'ai presque une dizaine de personnes qui m'alertent de manière très personnelle, en m'appelant, en m'écrivant, pas par voie d'Instagram, pas par voie de presse, mais par voie extrêmement directe, et me disent, si tu fais venir cette voiture, non pas parce que tu n'es pas d'accord avec la cause, non pas parce que tu n'es pas d'accord avec l'artiste, mais parce que à un moment donné, en sachant quelle est l'organisation derrière qui nous met tous en danger, qui tient des propos à l'égard des Iraniens d'un régime, et qu'en représailles de cela, le régime nous avertit que quiconque sera associé à ce projet en France, à Eisenhower, met sa sécurité en danger. C'est pas toi qui fais la révolution en dissidence dans un salon haussmannien à Paris qui va nous apprendre ce qu'on doit faire quand on rentre chez nous et qui va mettre notre sécurité, celle de notre famille, en danger. Donc à un moment donné, moi je dois écouter ça. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je ne voulais pas du tout monopoliser l'attention. Et pour tout vous dire, j'avais même quelques réticences à prendre la parole sur Instagram ou autre, parce qu'on a un tel programme et un tel engagement, et on est tellement grateful d'avoir toutes ces galeries, tous ces artistes incroyables qui font l'effort de venir à Paris, qu'on n'avait pas envie de mettre le projecteur sur ça du tout. J'ai proposé à la galerie et j'ai proposé à l'artiste de continuer à venir. Il a décidé lui-même de se retirer avant-hier. Et il a annoncé à sa galerie qu'il ne participerait pas à Eisenhower alors qu'on avait sélectionné son travail, qui n'est pas la voiture. Beaucoup plus provoquant. Par solidarité avec l'association, il ne parle plus à sa galerie aujourd'hui, en tout cas du tout. Il ne parle plus de voilà. Donc, on a pris, voilà, le parti, à un moment donné, juste de placer la sûreté, la sécurité des gens avant les grands discours de certaines organisations qu'on valide un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'on ne valide pas la cause, ça ne veut pas dire qu'on ne valide pas le travail de l'artiste. Cet artiste, Ali Reza, a sa place et il peut briser le silence. Ici, il est invité, s'il le souhaite, à montrer son travail, à parler, à faire entendre sa voix. On préfère qu'il laisse l'organisation américaine qui le finance, sur ce projet-là en particulier, à l'extérieur. C'est tout. Merci. On peut peut-être poursuivre avec la présentation du travail des autres artistes ici présentes, puisque comme l'a dit Alexandra, l'idée c'est aussi vraiment de parler, de ne pas retirer le projecteur de projets très importants qui seront présentés ici dans ce cadre-là. Elika, c'est à toi. Du coup, ça va être un peu difficile de faire une présentation. En plus, il faut que tu parles dans ton micro. De mon travail après le micro. Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez ou Pas assez. Voilà. Là, c'est bon? Ouais. Bonjour, je m'appelle Elika Edayat. Je suis artiste plasticienne et cinéaste. Je fais à la fois des projets d'art plastique, de la peinture, du dessin, des installations, mais aussi des films et surtout des documentaires. Le film que j'ai dans la programmation ici, c'est un film de fiction. C'est un court-métrage que j'ai fait dans le cadre du Frénois, une école entre le cinéma et l'art contemporain que j'ai fait il y a quelques années.
Et c'était dans le cadre de cette espèce de résidence-école que j'avais réalisé ce film. Je suis arrivée en France en 2004. J'ai d'abord fait l'École des Beaux-Arts de Paris. J'étais dans l'atelier d'Anne Messager. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le Frénois. Et jusqu'à aujourd'hui, je mélange toujours plusieurs disciplines artistiques. Et souvent, mes projets sont par des thématiques qui englobe un peu plusieurs moyens ou médiums différents. C'est-à-dire, j'ai un projet qui s'appelle, comme vous voyez ici par exemple, Mutation plurielle, qui contient du dessin, de la peinture, des vidéos, ça peut être des films, etc., plusieurs choses différentes. On pourrait peut-être voir un extrait de film. Et je peux aussi parler du film, et je peux aussi vous montrer peut-être un autre projet qui représente un peu mon univers. Voilà, après, si vous avez des questions. En ce moment, Alors, le film, ça s'appelle... c'est sur concept non, le film, c'est le film que j'ai mis, mais on peut déjà peut-être regarder le film après. Il y a un problème avec l'écran. با هم باشین که چی بشه؟ از این حال هوا بیای بیرون. میدونی به آدم ها باید چیزی رو گفت که میخوان بشنون. همیشه این کارو میکنی؟ در مورد والدین همیشه. وقتی فهمیدن کلم با قرمه سبزی میده که دیگه مامورا ریخته بودن تو خونه. هنوزم مطمئن نیستم اینا باور کردن از ایران اومدن بیرون یا نه. حالا واقعا اومدین بیرون؟ مرسی. میگن مردی؟ دروغ میگن. من نمردم. من سر همین پیچ پیاده میشم. باشه پیشت. من دیگه لازمش ندارم. Canerli, doğum günü 4 اسفند beni düzenleriz. Urumiyen Zeyranlar Şenliği. نگار متولد 15 اردیبهشت 1374 بلوار میرداماد تهران فرزند پنجم خانواده برادر بزرگم شهید شده برادر کوچکم کارگر ساختمان 3 تا خواهر دارم باورم نمیشه انگار همین دیروز بود Et je vais vous montrer la série, le projet qui s'appelle TAN, sur le blog, pour le coup. Peut-être tu peux dire un tout petit mot. Oui. Alors tu peux aller sur le lien direct, attends, vas-y, monte. Sur TAN. Voilà, comme ça tu auras toutes les images. Voilà. Et tu cliques sur la première image et après ça s'enchaîne.
Alors ça, c'est un projet, parce que je vous parlais d'un ensemble de différents, justement, médiums. C'est un projet qui s'appelle TAN. TAN, ça veut dire le corps en persan. C'est un projet qui contient un documentaire, un long métrage, qui dure 70 minutes, et qui est accompagné d'une série de peintures et des vidéos. Et c'est un film que j'ai fait sur plusieurs années. Je l'ai tourné en Iran, à Sirjan, à Shiraz, dans plusieurs villes différentes. Et ça parle du rapport au corps dans un milieu assez particulier. Il y a 2 groupes d'hommes qui sont dans le film, présents dans le film. D'un côté, on a des anciens, des mutilés de guerre d'Iran et Irak, qui ont monté un projet de prière collective sous l'eau des années après. C'était un hommage à leur participation, etc., leur expérience de la guerre. Et de l'autre côté, c'est des jeunes d'une autre génération qui n'ont même pas vécu la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui sont des champions de bodybuilding. Donc en fait, je montre 2 groupes d'hommes avec un rapport extrême au corps. Et c'est une évolution du rapport extrême au corps qui commence par un rapport plutôt sacré au corps, où le corps mutilé est au service d'au-delà. Et ça finit par un groupe qui ont quand même un rapport complètement matérialistique au corps, qui est la musculation qui est le corps parfait. Et dans un milieu de la classe ouvrière, un milieu très viril, auquel normalement je n'ai pas accès en tant que femme. Et donc il y avait plusieurs défis, si vous voulez, parallèles dans le film. Et je montre l'évolution du rapport au corps dans une société, comment ça peut changer du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure. Et donc, pardon. Ah, vous avez rien entendu? Je suis désolée. Donc, un rapport extrême au corps, une évolution du rapport au corps dans une société qui va d'un rapport sacré à un rapport complètement matérialiste. Et ces hommes-là vont devenir mes modèles de peinture, et ils seront présents dans cette série de peintures que vous voyez derrière moi. Donc ça représente un peu mon univers, parce que c'est un univers à la fois documentaire, fictif, onirique, social, parfois politique, enfin, il y a un peu de tout dedans. Et il y a aussi ma présence en tant que femme, mais enfin, personnellement, je ne fais pas forcément mes projets dédiés au rôle de la femme dans la société iranienne ou n'importe quelle société. C'est beaucoup plus général ce que je fais. Et là, pour le coup, le rôle de femme, c'est important parce que ça s'est un peu inversé, c'est-à-dire je suis la peintre et ils sont mes modèles. Et en fait, je vais à la recherche de leur corps dans des endroits, normalement, dans lesquels je n'étais pas censée être, comme une salle de compétition de bodybuilding ou un projet de natation ou de plongée sous l'eau. Donc voilà, en gros, un peu ce que je pourrais dire. Et ce rapport au corps, ça a été déjà présent dans le film qui est présent au Burning Wings, qui fait référence à une histoire pas complètement vraie, mais pas complètement faux non plus, qui s'est passée à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 2009-2010, où il y a eu le mouvement vert, où il y a eu des protestations, des manifestations en Iran. Et j'ai un peu suivi des personnes qui ont... les personnages du film, c'est des personnages fictifs, mais c'est des gens qui ont un parcours similaire à leurs personnages. Le monsieur que vous voyez âgé, c'est un écrivain iranien qui est décédé il y a quelques années, mais qui fait partie de cette communauté de réfugiés politiques en France, qui est partie après la Révolution, et qui est dans cette histoire mis à côté d'une fille qui est arrivée fraîchement en dehors d'Iran et qui a une autre vision politique, sociale, historique du pays. Et il y a un conflit entre ces deux générations que je vivais moi-même à l'époque quand j'étais arrivée, parce que j'étais confrontée à une autre génération qui était arrivée bien avant moi. Et donc il y a quand même des parts de vérité, il y a un aspect documentaire d'une certaine façon qui est présent dans le film. Donc je ne sais pas si vous avez vu le film, mais si vous avez des questions, je pourrais peut-être vous répondre. S'il y a d'autres choses à rajouter, vous me dites. Le troisième personnage il y a plusieurs personnages. Oui. Le troisième personnage, c'est un personnage... je ne peux pas utiliser le terme
transsexuel, mais pour le vrai, c'est un transsexuel parce qu'il s'est fait opérer. Ça, c'est à une époque où je faisais des recherches justement sur les gens qui faisaient des opérations pour changer de sexe. Et il y en a certains qui regrettent, parce que c'était pas exactement ça ce qu'ils cherchaient, mais puisque c'est quelque chose qui est légal, ça leur donne un statut social qui facilite beaucoup de choses, mais c'est pas forcément le parcours que tout le monde souhaite. Et ce personnage-là, c'est dans un croisement d'histoires avec d'autres personnages dans le film. Et pourquoi je parlais de ça dans cette histoire-là précisément, c'est parce qu'à l'époque, en fait, il y avait une cause qui avait réuni plein de gens avec plein d'histoires, de passé, de problèmes, de visions différentes, mais qui se sont mis ensemble derrière une cause, qui était une cause générale. Après, malheureusement, ça s'est un peu dispersé, c'est ce qui se passe régulièrement. Et donc, voilà, ce personnage, après, si vous voulez, on peut en parler un peu plus, mais il vient aussi croiser deux caractères, enfin, deux protagonistes dans le film, et c'est à travers lui qu'on comprend réellement que l'amant de la fille a été mort dans un événement dans la rue. Après, c'est un peu bizarre de parler de film alors qu'on n'a pas encore vu ensemble, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais peut-être vous dire après si vous avez des questions. On va donner la parole d'abord à chacune et ensuite on pourra débattre. Melika Chafahi. Bonjour, je m'appelle Melika Chafahi. Je suis plasticien photographe. Je suis venue en France 2008 pour faire mes études. Je suis allée à Beaux-Arts de Montpellier, après à Lyon. Et la vidéo, je participais dans le programme de la vidéo ici. Et c'est la vidéo que je fais juste après mes études à Lyon. C'est 4 images. Il s'appelle Lapin. Et c'était sur la question de être une femme artiste et sortir après l'école et entrer dans la société artistique. Et on peut regarder ensemble si vous voulez la vidéo. Un extrait. C'est 3 minutes, c'est très... Adam uyumuyor, adam sadece okul düşünüyor belki de. Bilmiyorum. Belki de yapılması gereken bu. Yani yakışıklı bir adamı bulup sanat dünyasına giriş yapıp galerileri, expoları hepsini takip edip. Belki de bu yani. Nasıl ünlü bir artist olur? En fait, chaque image présente nos 4 sens de regarder, écouter, manger et toucher. Belki de yapılması gereken bu. Yani yakışıklı bir adamı bulup sanat dünyasına giriş yapıp galerileri, expoları hepsini takip edip. Belki de bu yani. Nasıl ünlü bir artist olur? Kadınsan kadınlarını kullanacaksın, erkeksen de gay bulacaksın. Yoksa biraz zor.
Je trouve. Çünkü ben ya hatırlıyorum da yaptığım her çoğu şeyde yani bir bayan olmanın faydasını gördüm. Erkekler de bunun erkek olunca galiba onun faydasını görecekler. Erkek c'est-à-dire homme, l'homme. Kadın c'est-à-dire femme. Daha sonra bilmiyorum ya, kullanmak lazım diye düşünüyorum. Yani kullanmazsan zaten zor olur. Cette vidéo, j'ai fait 2012. Et après, je vais présenter les nouvelles travails pour voir, parce que la question dans mon travail s'est changée. Et maintenant, je travaille pas mal sur l'histoire de rapport des gens avec leur territoire et leur espace de vie. Et, du coup, il n'y a pas des photos que je voulais... Voilà. Et ça, c'est la série que je fais quand j'étais en résidence à Frischbel-Domé 2018-2019. À Marseille. Et, en fait, un des trucs que ça m'a touché quand je suis arrivée à la résidence, j'ai trouvé c'est une vie de quotidien des adolescents qui sont joués ou rencontrés dans le cours de la friche. Et moi, je trouvais ça assez intéressant parce que chaque fois qu'on va aller dans les musées ou les instituts d'art, on voit que des gens qui aiment l'art ou les gens qui sont artistes. Et du coup, ça m'a vachement touché le côté de une joie de vie des gens de quartier, que je crois que c'est un quartier plus pauvre de Marseille et que c'est un quartier qui a beaucoup d'immigrants dedans. Et du coup, je commençais je voulais faire un projet avec des adolescents. Et pourquoi les adolescents pour moi? Parce que moi, je trouve que les adolescents, c'est cette nouvelle génération qui va grandir et c'est eux qui va décider pour notre futur. Et du coup, moi, je trouvais travailler avec eux, c'est un challenge parce que il faut arriver à faire une relation de confiance avec eux. Sinon, c'est ça qui est bien avec travailler avec les adolescents, que je peux pas aller juste dire ok, venez, je vais faire un projet photo avec vous. Il faut vraiment, j'ai essayé de vivre avec eux, passer beaucoup de temps avec eux parce que moi j'étais là-bas, j'habitais dans la friche même, et voilà. Merci. Alors c'est maintenant au tour de Shiva Khosravi. Bonjour, je m'appelle Shiva, je suis artiste et j'habite à Genève. Mon travail, en tant qu'artiste femme iranienne, donc mon parcours, j'ai pas fait mes études en art du tout en Iran, et quand je suis arrivée en Suisse, j'ai fait les études en sciences et puis après relations internationales, et puis j'ai profité de la distance que j'ai eue avec mon pays et surtout mon père, que j'ai commencé à faire les études en art. Mon travail, c'est en fait, vu que j'ai été arrêtée à l'aéroport de Téhéran, juste la première année que j'ai commencé mes études en art, j'ai commencé à travailler sur les conflits des femmes, les droits des femmes, et que j'ai été arrêtée à l'aéroport, et puis c'était tellement, j'étais emprisonnée pour 4 jours, et puis toute l'histoire. Et en sortant, bien sûr que corruption marche très bien en Iran, payer beaucoup d'argent et puis signer une feuille que j'aurais jamais parlé de la situation des femmes en Iran. Et le jour que je suis arrivée en Suisse, avec tous les traumas que j'ai eus, j'ai dit, moi en fait je veux travailler pour l'instant, jusqu'à ce que je ne sais pas quand, juste sur peut-être les choses assez faciles au regard, peut-être ici en Europe, mais les choses simples, mais en fait très important pour les Iraniens, pour les femmes en tout cas, les femmes iraniennes.
Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'est une vidéo très simple. On est 3 jeunes filles iraniennes qui sont devant le lac Léman, Genève. Et cette vidéo est en boucle. Et c'est pas celle-là en fait. Pas de souci, j'ai pas mis la vidéo. Il se passe rien, sauf qu'il y a le vent qui caresse les cheveux les 3 femmes iraniennes. Donc c'est une image très simple, mais en fait, tout simplement, l'histoire des cheveux, moi ça m'intéresse beaucoup de travailler avec ça, surtout pour les femmes iraniennes. Nous, on est obligé de les cacher, c'est sexuel. Et aussi, le titre, c'est Don't Let Your Hair with the Wind Blow. C'est un poème de Hafez. Il y a l'histoire que je pense que tous les Iraniens connaissent avec Zorfar Bodnadeh, de Zahra Ebrahimi, de tous l'histoire qui est derrière cette poème. Et juste tout simplement que je ne pourrais jamais montrer une vidéo avec les 3 femmes iraniennes avec leurs cheveux juste comme ça. Donc vraiment, après cette pièce a été, enfin nous les 3 on est iraniens et que nous les 3 on est tous les immigrants en Suisse et puis on partage le moment de cette identité hybride. Le fait que moi quand je retourne en Iran je suis plus iranienne et que quand je suis en Europe je suis pas une européenne. Et aussi, tous les liens que nous avons ensemble. On a fait une performance pendant que la vidéo était projetée en grand sur le mur. Et il y avait une bande sonore aussi avec les 3 histoires qui se passaient durant, pour tout ce qu'on vivait en Iran et ici. Et du coup, on a tressé les cheveux en forme géométrique qu'on trouve dans les tapis iraniens aussi. Et ça continuait. Et puis, en fait, avec ça, je parle aussi de la censure. À la télé, justement, ça, c'est une censure. On doit couvrir les cheveux. Ça, c'est... j'ai réalisé ça quand je suis retournée en Iran. J'ai acheté un livre qui s'appelait Photo Language. Et c'était traduit en iranien. Je l'ai ouvert, je lisais sur des pages, il y avait des explications pour l'image qui s'était écrite dans cette image en bas, vous voyez, et il n'y avait plus d'image, il n'y avait pas d'image parce que c'était censuré en fait. Et c'était un choc pour moi parce que quand j'habitais en Iran, pour moi c'était pas très, je faisais pas très attention à ce genre de choses, alors que dans notre vie quotidienne, à la télé, tout le temps, on voit la censure et c'est tellement devenu normal pour nous que peut-être il faut prendre la distance ou peut-être vivre dans un autre pays où justement, je ne vais pas dire que pour les Iraniens c'est pas important, mais c'est juste que ça devient une partie de notre vie en Iran. Donc en fait, la vidéo que j'ai faite, du coup j'ai pris la bande-annonce de Wonder Woman pour la référence de Wonder Woman dans les années 60, enfin la vidéo, et puis le super-héros c'est une femme, parce qu'à la télé en Iran, quand on montre un film occidental, on rajoute un objet où on fait avec les couleurs, enfin on cache les parties du corps des femmes, et des fois c'est tellement mal fait que c'est tellement drôle que je sais pas, en fait c'est juste que ça bouge. Et on voit les corps des femmes et puis on est là, bon, enfin, ok, mais vous allez que justement pas le montrer, quoi. Enfin, donc moi j'ai choisi le Wonder Woman et j'ai essayé de rajouter des abat-jours parce qu'en fait les abat-jours sont les objets qui sont très connus pour justement, vous trouvez dans les films occidentaux qui ont été montrés à la télé en Iran. Il y a un abat-jour au milieu de, je sais pas, un restaurant par exemple. Enfin, il y a une dame qui marche et puis on voit un abat-jour qui s'apparaît. Et c'est juste pour couvrir cette partie de. Enfin, la dame, elle avait une jupe courte et c'est tellement drôle. Donc, en fait, j'utilise aussi le black humor dans mon travail pour montrer que, enfin, voilà, maintenant c'est ok entre guillemets, vous pouvez le montrer. Donc, c'est la bande-annonce, ça dure 2 minutes si vous voulez voir.
Et justement, pour mettre les abat-jours partout, c'était tellement difficile parce qu'ils bougent tellement. Et en fait, c'est... je sais pas comment ils font, mais en tout cas, pour moi, c'était trop difficile. The gods gave us many gifts. One day you'll know them all. This is where we keep them. It's beautiful. Who would wield it? Only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. You will train her harder than any Amazon before her. 5 times harder. 10 times harder. Never let your guard down. You expect the battle to be fair. Until she is better than even you. But she must never know the truth about what she is. What is this place? Who are you? It is our sacred duty to defend the world. Right. Whoever you are in more danger than you think. Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must. Welcome to jolly old London. It's hideous. Yeah, it's not for everybody. Stand back. Or maybe not. Is there anything else you want to show me? I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta. In the name of all that is good, your wrath upon this world is over. Yep, that's not gonna work. Please put the sword down. It doesn't go with the outfit. At all. Voilà. En fait, c'est triste et en même temps rigolo parce on regarde les femmes comme un objet et puis surtout on utilise les abat-jours pour couvrir les corps du femme. C'est absurde, c'est incroyable. Sur le PDF, j'ai trouvé certains films qui ont été montrés à la télé en Iran avec les abat-jours devant, justement pour vous montrer, pour avoir une idée à quoi ça ressemble. C'est ça, à gauche. En fait, si vous voyez juste les abat-jours qui apparaissent devant, pour censurer les films, les femmes dans les films. Donc voilà, j'en trouvais plus. J'ai fait une micro-édition avec toutes les images censurées à la télé en Iran. Et pareil avec les images censurées dans tous les livres d'histoire de l'art en Iran. C'était juste l'image à côté. Et en vrai, j'ai fait un catalogue pour les gens qui font de la censure, pour choisir en fait quel abat-jour va avec quelle actrice. Donc si vous descendez un peu, j'ai mis deux exemples, par exemple. Voilà. Et les autres travaux, c'était plus ancien et que le travail avec les fleurs à l'envers, c'était... j'ai fait un film... c'est une histoire parce que j'ai écrit ma thèse de bachelor sur justement La Maison est noire et la poème de Furur Farrokhzad. Et j'ai fait un film, c'est justement 2 femmes, c'était la vie de Furur Farrokhzad. J'ai fait beaucoup de recherches. Il y a certains poèmes qui ont été enlevés dans son livre en Iran et qu'il fallait que je trouve. C'était vraiment des fois pour chercher le livre en Iran, pour trouver l'ancien livre avec sans censure. On dirait que je cherchais les drogues à Téhéran. Donc les gens ils étaient là, oui, je l'ai à la maison, est-ce que vous voulez que vous me donnez votre adresse, je vais vous l'envoyer, vous ne pouvez pas venir ici pour le chercher. C'était très bizarre.
Donc, beaucoup de documentaires qui ont été faits sur la vie de Fulur Farrokhzad. Et en fait, j'ai vu beaucoup de points communs entre sa vie à elle, qui vivait à l'époque, et puis une vie d'une jeune femme iranienne qui vit maintenant, avant et après la Révolution. Et je raconte une histoire, c'est un mélange de son histoire à elle et moi. Et aussi, ça, c'était une interprétation de son poème I Pity the Garden. Donc, c'est justement les femmes qui... les fleurs, c'est une métaphore pour les femmes dans la poésie iranienne. Et que tous les fleurs que j'avais, en fait, ça part de ça que même si vous voulez garder nos têtes en bas, on trouve notre chemin pour aller pousser vers le soleil. Donc toutes les fleurs, ils ont commencé à justement pousser en haut vers le soleil, même si ils ont été suspendus à l'envers. Est-ce que tu peux juste dire un mot sur la vidéo qui est présentée en bas, parce que je pense que c'est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on évoque. Oui. Alors la vidéo, c'était la première vidéo que j'ai fait quand je suis arrivée, quand j'ai fait mes études en art à la Aide, à Genève. Et du coup, j'avais jamais fait la vidéo. J'ai juste, c'est une histoire vraie de mon enfance. Donc c'est avec les photos d'archives de ma famille, des photos que j'ai trouvées sur Internet, j'ai les photos de moi-même quand j'étais à l'école ou quand j'étais petite en Iran, et que cette histoire, ça raconte une histoire sur double identité que je pense que les Iraniens, on est tellement... Moi, personnellement, j'ai 2 dates de naissance, la vraie et le 30 décembre, et le faux, que je pense que on a pas mal comme ça. Quand on est né, par exemple, en décembre, après septembre, nos parents, ils voulaient qu'on aille à l'école plus tôt, donc ils choisissaient une date de naissance, je ne sais pas, en septembre, en août, pour qu'on puisse aller. Donc moi, j'ai un faux date de naissance. Il y a des gens qui vivent avec 2 prénoms, tout cette double identité, tout ce que moi, je ne savais pas quand je suis allée à l'école, que j'avais 2 prénoms, et qu'on m'a appelée, et j'étais dans la cour en regardant que non, vous ne m'avez pas appelé, tout ça, enfin, toute l'histoire. Et c'est justement une histoire c'est un récit de ma vie jusqu'à ce que je quitte l'Iran. Voilà. Merci. We are going to give you the word now, Atoussa Bandé, if you want to explain a little bit, so what is your story and maybe what you presented in the selection. Yes. Thank you. Good evening, everyone. I'm sorry I don't speak French, so it will be in English. Yeah, that's why I put it. Yes, no, thank you for inviting me and showing the work that was shown here. Maybe I introduce myself. My name is Atoussa Bandé, and I'm actually an artist living in Holland, in Amsterdam. I left Iran about 33 years ago, so I guess I'm one of the oldest also here. And my journey actually my work is about this long journey of finding yourself, or looking for yourself, or finding your place, because especially with this, when you're immigrated or left in such a situation, you left the... Is this the one? Yeah, sorry. No, that was good, actually. Okay, and if you go to the third, no, the one before. Yes, thank you. That's so I left 33 years ago. I left Iran and I went to the Netherlands. I studied first astronomy and physics, and after that I got my bachelor in Minerva Academy, that's in Groningen, and then later I got my master
in Rietveld Academy, Amsterdam. And yeah, and then later I started also to teach at Rietveld Academy. I'm already teaching for 8 years there. My work, yes, I think this is what is saying here is a little bit more or less my story of finding what am I going to say, or who am I, or what am I entitled to talk about or not. So for me, because we were talking about the censorship, I guess, in the beginning, I couldn't follow the whole conversation, but what I felt by being outside Iran was, or being an immigrant with an Iranian background, was that I was subject to a lot of censorship in Europe. Why? Because if I wanted to decided to talk about subjects which are related to the political or other situations in Iran or related to Islam, I would always be the exoticized person in the art. And I mean, I'm talking about 33 years ago. The world has changed since 33 years ago until now. It's much more open, and we are talking about these things much easier. And back then it wasn't like this. So that's actually that was my whole journey of finding where is my place, where do I belong, and where is my place, and this alienation of leaving the country, immigrating in a very aggressive way, actually, like fleeing the country is immigrating. I fled the country in 1989, so I'm a real refugee. And so it's a very difficult and a very strange situation to find where you are. And that has been my journey until now, and I think all of my works is about that, to find what is my position, who am I as an artist or as a woman and as a human. And I think it will continue until end of my life. It won't change, because I didn't find the answer. The only answer that I found until now is that I'm in a space in between, so that I'm not belonging to this or that or whatever, and it's a new kind of identity that you create as an immigrant. Maybe we can go a little bit. So I graduated actually in my master with film and video, and for a couple of years I worked only with video and film, and then I started painting around, I think, 2012 again, because I graduated in painting in my bachelor. And yes, maybe you can keep going. Yes, just keep going, because they're very old. Oh yeah, yes, can you see that one? Yes. Au lieu d'utiliser des outils... Yes. نکنه ما رو یادت رفته. اون روز از اون روزهایی بود که فقط دلت شور میزنه. تو دلت خالی شده. انگار که نابینا هستی. لباس تو باید عوض کنی. موهاتو باید بلند کنی. چقدر وقت تو راهم؟ روز سومه یا چهارم؟ دلت برای اینجا تنگ نمیشه؟ This
this was a long film, a film about 62 minutes that I made in 2011, and yeah, just a very short explanation about the film. That was actually the story of fleeing a country, and everything is not clear, so you don't know where you are going. And then the film was made with mainly with found footage from places in Europe, which I thought that I passed when I was coming to Europe. So I wasn't sure, and the material is also unknown. I just found them, and they are not. But this was a trailer of it, so this is not the film. And I guess maybe we can go to the end of the PowerPoint, and then I'm done. Is it? It's a lot of pictures. Oh, it doesn't open. Oh, sorry. Okay, then we don't. If it opens, it opens. So I guess that's my story, more or less. If there are questions. Maybe can you say a few words about the video which we have in the program? Yes, the video, my own 1,000 square meters, was, I made that film in 2006. Actually, it was the first work that I made on video which became a film, because it has a narration and a story in it. That before it was more abstract videos. And so, I mean, the story is like a story of wishing to have a place of your own, very simple. So I guess that should be enough. Okay. Thank you. Merci beaucoup à chacune. Alors maintenant, moi, ce que j'aurais aimé évoquer peut-être, et chacun peut prendre la parole, c'était comment, à travers l'utilisation de la vidéo, comment sentez-vous la vidéo? Elle est apparue avec la technologie dans les années 70 en Europe, aux États-Unis, un peu plus tard en Iran, je pense dans les années 90 plutôt. Aujourd'hui, beaucoup de gens, avec leur téléphone portable, font des petites vidéos. Donc, on s'est tous un peu approprié ce médium. On l'utilise dans la vie quotidienne, on l'utilise pour des souvenirs. Donc, comment est-ce que l'artiste qui s'empare d'une caméra ou d'un iPhone, comment est-ce qu'on peut réaliser une œuvre qui va être construite, qui va porter un message ou qui va dire quelque chose d'une histoire qui est à raconter. Et comment avez-vous, parce que certaines d'entre vous parlent de censure en Iran, certaines parlent de cette notion du public, l'espace public et la vie privée, où très, très jeune, en Iran, on apprend qu'on a des attitudes, des comportements, des paroles à l'extérieur qui doivent être contrôlées, et qu'à l'intérieur, c'est autrement. Et donc cette dualité, cette schizophrénie, parfois, fait prendre conscience voilà, d'univers qu'il faut contenir. Donc je me demandais, par rapport à l'usage, qui n'est pas le seul médium, hein, certaines d'entre vous l'utilisent un peu, mais pas totalement, pas tout le temps, et c'est d'ailleurs la plupart des artistes aujourd'hui travaillent comme ça. Donc comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une vidéo peut rejoindre à la fois la façon dont vous voulez vous exprimer, mais aussi le public? Qu'est-ce qui peut... Vous avez chacune des travaux qui parlent de votre histoire, je trouve, de votre ancrage ou difficulté à justement trouver une place. Et donc ça, je ne sais pas, peut-être... Comment est-ce que, quand vous prenez la caméra, vous pensez à ça? Et justement, j'aurais voulu que Rogine parle, parce que dans sa vidéo, elle parle de la terre, elle parle du lieu, elle fait parler une femme qui est dans un champ labouré sur une petite table. Est-ce que tu pourrais dire un peu cette vidéo, ce qu'elle veut dire pour toi? Oui. Et ensuite, qui veut parler pour...
Okay, so in the video that I show in this program, there is a girl with a small table in front of the camera, and there's an interviewer who asking some questions. The interviewee consider the land, because it's been recorded in a landscape with no architecture, only one chair and one table. The interviewee considers that land as home, and when she's in front of the camera, she's forced to answer to the questions that interviewer asked, but in a way that she wants, not in a way that she wants to be her, in a way that she is. I chose a landscape without any architecture because for me the soil represents something that has the potential of growing inside, like a mother, like a country. And I chose that element in the video as a home country that has been destroyed. And I feel like that's kind of the shared subject that we all are working on. Like we feel like where do we belong? And that space, how does it look like? How is it? And sometimes although like we have the soil, but the soil doesn't have the potential of like growing something green. So in that video, there are some elements, and also in the Persian literature, Iran is a feminine name, and so there are so many women whose names are Iran. And to me, so Iran is a feminine country. It has lots of potential to grow inside, but there are so many things that for some reason, like it's been stopped, and that's why I choose like a landscape in that video to represent the country that I kind of feel like I've lost. Yes. Je ne sais pas si, par exemple, comment vous travaillez, si c'est plus facile de dire ça. Est-ce que filmer la rue, est-ce que filmer des jeunes comme Melika l'a fait sur la plage, voilà, comment ça se passe quand vous êtes avec une caméra dans l'espace public? Moi, j'ai un rapport plutôt traditionnel au médium de vidéo. Je fais des films. En fait, je travaille moins pour. J'ai moins de pièces qu'on peut appeler vidéo d'art. J'ai des petites pièces qui sont en boucle, souvent en animation, mais j'ai plutôt un rapport avec une narration classique avec la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, c'est-à-dire sans avoir vu, j'ai utilisé le téléphone portable encore par rapport à une référence historique qui avait le téléphone portable, le média citoyen à l'époque, en 2009-2010. Sauf que quand j'ai réalisé ce film, c'était à la fin. En fait, les rues étaient beaucoup plus sécurisées, il n'y avait plus de manifestations, c'était fini. Mais on sentait justement le silence, ou plutôt la protestation écrasée. C'est-à-dire que les rues étaient vides, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait s'exploser en fait. Il suffisait d'une sortie pour que ça s'explose. Et donc, quand j'ai commencé à filmer la rue à ce moment-là, après on a fait un travail sonore, on entendait les voix de protestation, etc. sur les vidéos, mais cette présence de téléphone portable, c'est une présence un peu angoissante. Et je pense que c'est là où le médium de téléphone portable était important pour moi parce que c'était une référence visuelle. Mais au-delà de ça, personnellement, en fait, j'ai plutôt, comme je disais, un rapport assez classique avec le médium de la vidéo.
moi, en fait, c'est un petit peu, justement, vu que je travaille pas mal avec l'Iran, avec mes amis ou ma cousine ou mes sœurs, tout le temps, je leur demande de m'envoyer des images, des histoires, ou des fois que je suis là et que après que j'ai été arrêtée, que j'ai dit que je ne vais jamais faire des vidéos. Donc, moi, je travaille avec le téléphone portable. C'est beaucoup plus rapide pour moi et on dirait que j'ai plus l'habitude de cacher, de filmer, de faire ce que je veux avec le téléphone portable. Et en plus, la qualité, la manque de qualité, parce que normalement, ça s'envoie par WhatsApp ou Telegram ou par mail. Donc, cette manque de qualité, pour moi, ça montre cette relation que je travaille avec la distance en Iran. Et c'est beaucoup plus facile pour transférer, vu que si je fais avec une caméra, que la qualité va être très, très haute et que ça va être beaucoup plus difficile. Moi, j'ai choisi de travailler plus filmer avec le téléphone portable, en fait. Et en plus, des fois, quand je demande pour des choses, par exemple, pour le projet de Follow Firesaw, j'avais demandé pas mal d'enregistrements, des vidéos que je ne pouvais pas aller en Iran, donc j'ai demandé aux gens de le faire. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile d'avoir un téléphone. Et voilà. Melika, oui. Oui, moi j'utilise la vidéo à côté les photos, installations que je fais, et parce que je voulais montrer l'ambiance à ce moment-là, dans quel moment je vis avec mon projet. Et du coup, là, par exemple, la vidéo qu'on a vue, c'est le moment que ma copine qu'elle parle turc, c'était important quand on se voit devant une caméra, quand on est dans la chambre, quand elle discute avec nous. Et sur la vidéo que je fais avec le téléphone à la plage aussi, c'est utiliser le téléphone, c'est pour moi aussi comme toi, c'est déjà ça permet à des gens qui sont plus tranquilles devant une caméra, parce que quand tu sors moi j'utilise le grand appareil photo, quand je sors ça change tout. Et les gens ils sont pas naturels comme je veux montrer des gens. Du coup, j'utilise le téléphone portable. Je trouve que c'est un médium que, personnellement, ça me permet déjà qu'il y a un peu mauvaise qualité. Ça fait un peu comme... moi, je ne vais pas forcément montrer que je suis trop professionnelle ou je fais des films. Du coup, ça me permet de aussi montrer les quotidiens et les gens à l'aise pour arriver... Mais est-ce que ça, c'est uniquement en Iran ou est-ce que ce serait aussi dans d'autres lieux, par exemple à Marseille ou... Non, partout en fait. D'accord. Ouais, ouais. Je peux rajouter juste quelque chose aussi d'utiliser le téléphone portable. C'est une technologie assez occidentale aussi. Moi, je trouve intéressant de l'utiliser, surtout iPhone. Pourquoi vous dites occidental? Je n'ai pas compris. Parce qu'en fait, c'est justement iPhone, Samsung, tout ça. Surtout iPhone, on sait qu'en Iran, on ne peut rien faire avec un téléphone iPhone, sauf filmer et puis appeler. Donc il y a pas mal de choses qu'ils ont... on peut pas télécharger. Aujourd'hui, on peut tout faire avec téléphone portable en Iran. On peut, mais on ne peut pas avoir un Apple ID en Iran. Il faut le créer il faut payer l'argent. Je veux dire, la façon qu'on utilise iPhone en Iran, c'est pas pareil que je l'utilise ici en Suisse ou en France. C'est complètement différent. Il y a plein de choses, plein d'utiliser. Je peux utiliser mon téléphone ici plus librement parce que iPhone c'est sanctionné en Iran. Déjà, tu n'as pas le droit de le vendre aux Iraniens officiellement. C'est vraiment tous les iPhones qu'on trouve en Iran. C'est pas officiellement. On peut pas avoir Apple Store en Iran. Ça n'existe pas. Donc ce côté que il y a aussi cette partie, il y a la censure de la part du gouvernement. Telegram est filtré, il y a Facebook qui est filtré. Et plus sous sanction de la part des États-Unis, de l'iPhone on ne donne pas l'accès. Donc c'est plutôt iPhone qui est pour vous occidental, un élément d'Occident que téléphone portable. Aussi YouTube, toutes les choses qu'on ne peut pas avoir accès en Iran. Moi je trouve utiliser ce médium pour justement travailler personnellement, c'est ce que moi je fais. Pour moi, c'est intéressant.
Donc, je préfère, enfin pas préfère, mais juste tout ce que j'ai expliqué, c'est l'iPhone ou le téléphone portable, c'est un peu... ça rentre dans c'est ce que je fais, la censure, le... Je sais pas. Non, parce que là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que l'utilisation de téléphone portable, franchement, en Iran, déjà les gens ils utilisent 10 fois plus qu'ici leur téléphone portable. Ils sont 10 fois plus présents qu'ici sur Bien les réseaux sûr, sociaux. je parle pas de ça. Moi, je parle le fait que c'est mes sœurs, elles ont tous iPhone. Mes parents, ils ont refusé d'avoir iPhone parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire avec iPhone et on peut faire par exemple avec Samsung. Il y a beaucoup de choses. Si vous avez iPhone, vous ne pouvez pas télécharger les applications parce que vous habitez en Iran. Il faut... Si vous avez une application qui vous permet de télécharger. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On trouve toujours une manière pour de deux côtés. Le gouvernement, il filtre quelque chose. On trouve le VPN pour utiliser les applications. Après, c'est iPhone, c'est une compagnie qui est pas iranien, que parce que nous on est sanctionnés, on peut pas vendre, on peut pas faire quelque chose, donc on peut pas faire. Donc on trouve une façon pour justement détourner toutes les sanctions et la censure. Alors justement, la censure, là, c'est un mot qui revient souvent. Moi, je me demandais par rapport à certaines d'entre vous qui ont étudié en Iran et qui sont venus ensuite, par exemple, certaines sont venues, alors pas forcément vous qui êtes ici, mais dans la sélection, certaines artistes sont partis après 2009, donc après ces manifestations qu'on a appelées le mouvement du ruban vert, qui était en réaction à la réélection de Ahmadinejad et qui a provoqué une espèce de départ de beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés envoyés par leurs parents pour aller étudier dans un endroit plus sécurisé parce que ces jeunes avaient pris des risques dans les manifestations et que le régime était très dans une action de répression avec beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de disparitions. Et je me demandais justement, est-ce que pour vous, la notion d'engagement ou d'art politique, c'est quelque chose qui... Moi, je trouve que votre art est politique, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Et est-ce que c'est... parce que tout à l'heure, on a parlé de ce qui se passe en Afghanistan, par exemple, dans le débat précédent, et on mesure très bien les risques que cela peut générer. Le régime des talibans est tout à fait différent, donc c'est pas la question de comparer, mais juste de se dire quelle est la conscience que vous avez par rapport à ça. En fait, moi, quand je suis venue en France, parce que je faisais des photos avec mise en scène avec les filles qui sont pas forcément en hijab, et je pouvais jamais montrer en public en Iran, et j'étais obligée de faire des galeries ou expos privées. Et voilà, à l'époque, je voulais montrer la manière de filles parce que j'avais un peu marre de tout le temps voir dans la télé, au social media, au journal, que les femmes en Iran avec voile, soumises, tout ça. Et je voulais montrer que non, on est aussi la vie comme ici. Ok, il y a beaucoup de limitations, mais forcément, il y a des familles qui sont ouvertes, il y a des éducations qui est... Parce que moi, je me rappelle, même jusqu'à il y a 5 ans, les gens ils me demandaient c'est quoi être une femme iranienne. Et moi, j'étais là, genre, ça dépend, tu viens de quelle famille. Et ça veut dire pas que si on vient d'Iran, on est dans les. Enfin, pour moi, c'est plutôt éducation de la famille. Ok, on est dans l'école. Oui, il y a plein de limites, mais. Et du coup, c'était une question, quand quelqu'un me demandait ça, je changeais le sujet ou je dis j'ai pas envie de parler parce que ça devient tellement un cliché qu'il y a un moment donné, c'était gênant. Après, moi, j'ai quitté l'Iran pour venir ici pour que je peux montrer mes photos en public. Et après, maintenant, ça fait 13 ans que je suis en France. Et il y a 2015, je faisais mon premier exposition en public et je dis ok Meika, si tu viens d'Iran et tu vas être en art scene d'Iran, il faut trouver une manière que tu peux présenter ton travail, mais dans le même temps que, en fait moi je trouve il faut
ça, je trouve, c'est assez... C'est bien qu'il faut trouver une manière de challenge, comme montrer ton travail, même si ce n'est pas accepté par le gouvernement. Du coup, la question de censure, pour moi, le début, quand je suis arrivée en France, c'était assez... très importante. Et maintenant, je trouve que c'est moins important parce que je trouve une manière de montrer mon travail comme je voulais, mais passer par le... contournement. Voilà. Ouais. Donc tu as intégré complètement cette idée que tu travailles en Iran et en France et que tu veux continuer à faire ça. Ouais. Donc tu adaptes en quelque sorte... Mais plutôt adaptation à ma manière, que ça veut dire même si je montre une femme en voile, c'est pas une femme qu'on veut voir en Occident, autant femmes en voile, c'est pas ça. J'ai essayé de montrer même une femme en voile, c'est assez... Il y a aussi des pouvoirs de femmes dedans. C'est pas juste... Enfin, pour moi, j'ai supprimé le côté hijab comme classique qu'on utilise pour soumise des femmes ou... D'accord. Je pense qu'il faut faire une mise à jour de notre notion de ce qu'est la censure en Iran, parce que l'Iran évolue en fait. L'Iran, c'est pas l'Iran d'il y a 40 ans non plus. Donc la censure, la façon de censurer est différente. Les gens, ils travaillent différemment, ils ont des accès différents. Moi, quand j'étais à l'université en Iran dans les années fin 90, début 2000, j'étais à la fac, je faisais du graphisme, et effectivement, on avait des livres à la bibliothèque qui ont été censurés, qui ont été gommés, etc. C'était nos seules références artistiques pour comprendre ce qui se passe dans l'art contemporain ou les arts plastiques dans le monde. Aujourd'hui, les Iraniens, ils ont accès, grâce à Internet, à beaucoup de références artistiques et beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Donc, la censure se déplace, se transforme. C'est pas cette image cliché qu'on a aujourd'hui de la censure. La censure, ça se modifie. Parce qu'une société, c'est dommage. Hein, c'est vraiment triste, mais il faudra quand même... Non, parce que je pense que ça peut modifier, du coup, les questions et les débats. Il faut faire une mise à jour par rapport à ça. Il faudra se dire, OK, aujourd'hui, le problème, c'est peut-être l'autocensure, par exemple. C'est ce que j'allais dire, l'autocensure. Et moi, je voulais juste raconter un exemple. Nous avons, avec le Musée d'Art Moderne, nous avons fait une exposition cet été à Téhéran, à la Fondation Pejman, de notre collection vidéo. Ça s'appelait Vidéo at Large, une sélection d'une quinzaine d'artistes, des installations. Et c'était une exposition qui voulait montrer un peu... les différentes possibilités d'installation vidéo d'envergure. On a fait une proposition qui a été soumise à la censure et plusieurs artistes n'ont pas pu montrer leurs œuvres. Donc c'est les œuvres de la collection du Musée d'Art Moderne, donc c'est nous qui avons appris cette censure. Mais parfois c'était vraiment pour des raisons qu'on ne comprenait pas du tout. Il y avait une œuvre d'une artiste qui s'appelle Charlotte Mott qui a filmé des sculptures, des bustes, donc en pierre, mais c'est des corps nus, mais en pierre. Et donc voilà, ça c'était censuré, on peut comprendre. Mais par exemple, quand il y a des personnes dans un film de Mohamed Bourissa où on voit à un moment donné, l'espace d'une seconde, le short de la personne, mais vraiment c'est une seconde, c'est pareil, ça a été censuré. Donc la censure, elle agit quand même. Je suis d'accord que ça a changé et qu'il faut actualiser. Elle agit, mais non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les choses changent et la notion de censure, c'est une notion beaucoup plus complexe aujourd'hui. Moi, je pense que ça a été toujours complexe, mais c'est juste que au fur et à mesure, c'est juste qu'on a peut-être pas mal oublié comment ça a été et puis tout a été changé parce qu'il y a l'Internet, il y a tout ça. Donc pour moi, c'était aussi... parce que comme j'ai dit, j'ai pas du tout pensé à ça, mais c'est juste qu'il y a 3 ans que je suis rentrée en Iran et que je vois toujours, il y a l'image enlevée dans les livres. Tous les livres d'histoire de l'art qui sont toujours censurés. Ils sont édités récemment et ça se vend toujours à la télé, tout ça. Enfin, moi, je trouve que
oui, la censure, ça existe beaucoup plus maintenant dans le cinéma, ça existe beaucoup plus dans la vie quotidienne. Autocensure, c'est ce que moi, personnellement, j'ai commencé de parler, de travailler sur la censure, sur cette aliénation qu'on vit en Iran, et aussi d'où ça vient. C'est juste, nous, on est obligés de se censurer d'abord. Et après, je pense que quand on fait ça, moi, quand j'habitais en Iran, j'étais pas consciente de tous les censures autour de moi, peut-être. Et après, là, maintenant, avec toutes les ouvertures, avec tout ça, on voit plus la censure dans tous les côtés, enfin, différemment, comme vous dites. Et enfin, ça existe malheureusement, même si ça existait il y a 10 ans, 20 ans, et ça existe pareil, la même chose. C'est ça qui est un peu dommage, que ça, dans certains endroits, dans certaines choses, c'est toujours la même chose. Oui, mais je pense que c'est justement, ça existe, ça évolue. Et encore une fois, cette évolution n'est pas forcément positive. C'est ce que j'essaye de dire. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le rapport qu'on a avec le voile a évolué. Mais le symbole est toujours là. Vous voyez ? Donc la forme change, la façon, la vision, parce qu'on est obligé, parce que la société évolue aussi. Donc même les gens qui font de la censure, ils sont obligés de s'adapter, forcément, parce qu'on n'a pas les mêmes mesures. Mais ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut essayer de voir à différents niveaux. C'est un peu frustrant parce que c'est très compliqué d'expliquer justement à quel point c'est multifacade en fait, cette censure. Et on tombe toujours dans un piège quand on essaye de parler de la censure, parce qu'on tombe dans les clichés, on tombe dans les visions stéréotypées. C'est ça le problème. Mais là, malheureusement, c'est un débat qui existe depuis plusieurs années, et c'est difficile à expliquer en fait ce que c'est, malheureusement. Après, la censure, elle existe en Chine, elle existe dans beaucoup de pays, même en France. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente. Ouais. Moi, je propose peut-être puisqu'il nous reste quelques minutes, on puisse ouvrir à des questions éventuelles. J'ai du mal à entendre, désolée. Censure. Oui. L'individu. Si on reparle et glose encore de ce qu'est la censure, on va commencer à nouveau à l'ignorer dans certains pays. D'accord ? Et je vous remercie. Voilà, on a fait une censure individuelle dans la plupart des continents. Et ça montre beaucoup plus tout ce qui est rapport avec la surveillance électronique, iPhone, etc. Peut-être que Apple nous donne accès à des applications beaucoup plus larges ici, mais on sait qu'elles sont réinterprétées en Chine, et que notre iPhone, il est fait pour Chine. Il faut savoir un petit peu qu'on est de la même manière tracé. Il n'y a plus que la censure d'un voile ou de la liberté du corps, etc. Il y a tous les autres domaines de liberté qui sont le combat, notre combat à nous. Ouais, c'est tout ce que j'essaie de dire en fait. Exactement. Deuxièmement, et un mot, surtout à vous, parce que moi j'ai vécu la même chose que vous, à votre un petit peu plus jeune au Canada. J'ai beau être blonde, ressembler, etc. Je ne suis pas, je suis une grecque éternelle. Très jeune, on a débarqué dans les glaces du Canada et j'ai senti à peu près la même chose que vous. Et j'ai fait... Donc merci beaucoup. Voilà. Il y a encore pas mal d'artistes à Montréal que je connais et qui font des travaux d'espèces de tissage, de chant, etc. Oui, bon, ça je vous remercie beaucoup. En revanche, qu'est-ce que vous diriez du mot reconnaissance ? Reconnaissance du pays, des pays qui nous ont accueillis.
Paycon. Et en 2000, ça apparaît. Donc je fais aucune censure de ça, c'est ma mémoire. Et à la fin de la présentation. Non, Paycon, moi chinois Paycon. C'est une voiture en fait. Est-ce que nous avons d'autres questions pour les artistes? Bon, ben voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes, merci à Shiva, à Melika, à Elika, à Rogine, à tout ça, et évidemment à Odile. D'avoir été là, nous avoir partagé leurs multiples identités et leur identité multiple. Et aussi, c'était très intéressant de vous entendre débattre entre vous aussi. Et merci beaucoup. Merci de votre temps et de votre générosité.